Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué. Je suis Henri. J'ai 29 ans et 3 ans. Après que ma propre famille a essayé de détruire ma vie, ils sont revenus pour exiger la garde de mon enfant à naître. Avant que je vous raconte comment j'ai finalement exposé leurs années de mensonges d'une manière qu'ils n'ont jamais vu venir, rendez-moi un service et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent aller. La rencontre a eu lieu un mardi, un jour qui tourne maintenant en boucle dans ma tête. Pendant 3 ans, il n'y avait eu que le silence. Un silence béni, paisible. Et durement gagné. Ma femme, Clara, et moi avions construit une vie dans cet espace tranquille. Une belle vie. Mais ensuite, le texto de ma mère, Eleanor, est arrivé. Henri, il faut qu'on parle. C'est au sujet de Léo. C'est important. Rien que son nom, Léo, a suffi à me hérisser les poils des bras. Léo, mon frère aîné, l'enfant chéri, le centre de l'univers de mes parents. La main de Clara a trouvé la mienne sous la table du petit café stérile qu'ils avaient choisi. Un terrain neutre, l'avait-il appelé. Ça ressemblait plutôt à une salle d'interrogatoire. Mon père, Richard, m'a fait un sourire crispé, les lèvres pincées, qui n'atteignait pas ses yeux. Ma mère tapotait déjà le coin de ses yeux avec une serviette, une performance qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. Et Léo était avachi sur sa chaise, l'image même d'un héros tragique, fixant son café froid comme s'il détenait les secrets de toute sa souffrance. Merci d'être venu, fils, commença mon père, la voix empreinte de ce ton condescendant si familier. Ça compte beaucoup pour nous tous. J'ai juste hoché la tête, la gorge trop nouée pour parler. Clara a répondu pour moi. Nous sommes là. De quoi s'agit-il? Ma mère prit une inspiration tremblante. Henri, tu connais ton frère. Tu sais les épreuves qu'il a traversées. Le divorce a été si dur pour lui. Et maintenant les médecins l'ont confirmé. Il ne peut pas avoir d'enfant. Les traitements ont tous échoué. J'ai regardé Léo. Il n'a pas bronché. Il a juste continué sa veille silencieuse et dramatique sur sa tasse. J'ai ressenti une lueur de quelque chose, mais ce n'était pas de la pitié. C'était de la prudence. Avec ma famille, chaque information était une arme. Chaque conversation, un mouvement stratégique. Je suis désolé de l'entendre, dis-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. C'était l'ouverture que ma mère attendait. Elle se pencha en avant, les yeux brillants d'une lueur désespérée et troublante. Toi et Clara, nous avons vu votre annonce sur Internet. Un petit garçon. Elle fit un sourire fragile et craquelé. Nous sommes si heureux pour vous. Vraiment un petit-fils. Puis, elle a lâché la bombe. Léo a tant d'amour à donner, Henri, tellement. Il a toujours voulu être père. C'est la seule chose qui le rendrait à nouveau entier. Et vous? Vous êtes si jeune. Toi et Clara pouvaient en avoir d'autres. Je l'ai dévisagé, mon esprit refusant de faire le lien. C'était impossible. Mon père s'éclaircit la gorge, en expliquant les choses clairement. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que c'est une solution parfaite, une façon pour cette famille de guérir. Tu pourrais laisser Léo partager le bébé. Lui et une mère porteuse pourraient t'aider à l'élever. Il aurait le père qu'il mérite, et tu aurais tout le soutien du monde. L'air a quitté mes poumons. Le bruit de fond du café s'est évanoui dans un grondement sourd. Partagé. Mon enfant, mon fils, avec l'homme qui avait systématiquement démoli le jour le plus important de ma vie. La poigne de Clara sur ma main était comme du fer. Êtes-vous devenu fou, murmura-t-elle, la voix tremblante de rage.
Mais ce fut la dernière phrase de ma mère qui a brisé ce qu'il restait de mon sang-froid. Elle m'a regardé, le visage semblable à un masque de logique tordu. Et fervente. Réfléchis-y, Henri, implora-t-elle. C'est un cadeau. Tu as l'occasion d'aider ton frère à guérir, d'aider ta famille. Et en plus, tu as tout. Maintenant. Une femme, une carrière, un nouveau bébé en route. Mais Léo n'a rien. Pour comprendre la folie de cette demande, vous devez comprendre mon enfance. Ce n'était pas une enfance faite de cruauté manifeste. C'était pire. C'était une érosion lente et constante de mon estime de moi-même. Tout cela dans le but de soutenir mon frère, Léo. Léo est né sous le feu des projecteurs. C'était l'aîné, l'héritier présomptif. Il avait les yeux de mon père et le charme de ma mère. J'étais l'arrière-pensée. Celui qui était calme, observateur et qui semblait toujours être dans le chemin. Toute notre vie de famille était structurée autour des besoins de Léo, de ses triomphes, et surtout, de ses échecs. Quand Léo avait 17 ans, il a pris la toute nouvelle berline de notre persan. Permission et l'a enroulée autour d'un poteau téléphonique. Il s'en est sorti. Avec quelques égratignures et une accusation de conduite en état d'ivresse. Je me souviens de mon père faisant les 100 pas dans la maison, le visage violet de rage. Mais le temps qu'il arrive au poste de police pour récupérer Léo, sa colère avait été remplacée par une vague étouffante d'inquiétude. Mon garçon, mon pauvre garçon, ça va, avait sangloté ma mère, s'agrippant à Léo comme s'il revenait de la guerre. La conversation qui a suivi portait sur la recherche d'un bon avocat pour faire abandonner les charges. Il s'agissait de dire que cette unique erreur ne devait pas faire dérailler ses inscriptions à l'université. Ils lui ont acheté une nouvelle voiture, encore plus belle, pour son 18e anniversaire quelques mois plus tard. Une récompense, disait-il, pour avoir traversé une période si stressante. Un an plus tard, j'avais 16 ans. J'ai remporté un prix régional prestigieux pour un design architectural que j'avais soumis à un concours. Il était accompagné d'une petite bourse pour mes fonds universitaires. Je me souviens d'avoir couru jusqu'à la maison, la plaque lourde dans mes mains, le cœur battant à tout rompre avec un besoin désespéré de leur approbation. Mon père y a jeté un coup d'œil par-dessus son journal. Oh, c'est bien, fils. Bon travail. Ma mère m'a étreint brièvement. C'est merveilleux, chérie. Maintenant, peux-tu mettre la table? Léo amène sa nouvelle petite amie pour le dîner. Et je veux que tout soit parfait. Il n'y a pas eu de fête. Il n'y a pas eu de récompense. Ma réussite n'était qu'une note de bas de page dans le grand roman dramatique de la vie de Léo. Il recevait une ovation debout simplement pour respirer. Je devais soulever des montagnes juste pour obtenir un hochement de tête d'approbation. Ce schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. La promotion de Léo dans une entreprise de marketing de niveau intermédiaire a été célébrée par un dîner somptueux dans le restaurant le plus cher de la ville. Mon premier projet en solo en tant qu'architecte agréé, un magnifique centre communautaire dans lequel j'avais mis toute mon âme pendant plus d'un an, m'a valu un texto. Félicitations. Papa. Cela m'a enseigné une terrible leçon. Ma valeur était conditionnelle. Mon but, à leurs yeux, était d'être le fils stable et nécessitant peu d'attention, celui qui ne causait jamais de problème. La toile de fond fiable sur laquelle leur étoile brillante et tumultueuse pouvait briller. J'existais pour leur faciliter la vie, pour être celui qui n'avait besoin de rien afin qu'ils puissent consacrer toute leur énergie, leur argent et leur soutien émotionnel à Léo. J'aspirais à leur approbation avec une douleur qui me semblait être une composante physique de moi. Pendant des années, j'ai cru que si je travaillais simplement plus dur, accomplissais plus, et demandais moins, un jour il se retournerait et me verrait enfin. Me verrait moi, pas seulement le petit
Frère de Léo. Rencontrer Clara a été comme sortir d'une pièce sombre pour aller au soleil. Elle m'a vu. Elle a célébré mes succès. Elle a écouté mes frustrations. Et elle a été la première personne à dire les mots que j'avais si désespérément besoin d'entendre. Henri, ce n'est pas juste. Ce qu'ils font est mal. Elle m'a aidé à me construire une colonne vertébrale, morceau par morceau. Elle a été mon roc quand j'ai enfin décroché un travail fantastique dans un cabinet prestigieux, et elle a été celle qui m'a tenu la main quand j'ai décidé de la demander en mariage. Pour la première fois, je construisais une vie qui m'appartenait vraiment. Une vie où j'étais le personnage principal, pas un acteur secondaire, et cela, j'allais bientôt l'apprendre, était une menace directe pour tout l'écosystème de ma famille. Parce que, dans leur monde, il n'y avait de place que pour une seule étoile. L'année où j'ai demandé Clara en mariage a été la même année où la vie parfaite de Léo a commencé à s'effondrer publiquement. Il avait épousé Amélia, une femme douce et intelligente. Quelques années auparavant, lors d'un mariage qui a coûté plus cher qu'un acompte pour une maison, mes parents avaient été d'une fierté insupportable. Ils avaient enfin la belle-fille dont ils pouvaient se vanter, et, plus important encore, le vaisseau pour leurs futurs petits-enfants. La pression sur Léo et Amélia pour fonder une famille a été immédiate et immense. À chaque fête, à chaque dîner de famille, la question planait dans l'air. Alors, c'est pour quand ce petit enfant? Ma mère tapotait le ventre d'Amélia avec un sourire plein d'espoir. Mon père parlait de perpétuer le nom de famille et faisait allusion à un héritage substantiel lié à la génération suivante. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que Léo mentait. Il avait dit à Amélia, avant de se marier, qu'il était ouvert à l'idée d'avoir des enfants un jour. Mais ce un jour ne semblait jamais arriver. Il était toujours trop occupé par le travail. Il devait économiser plus d'argent. Il devait voyager plus. D'abord. Les excuses s'accumulaient et Amélia devenait de plus en plus malheureuse. Pendant ce temps, ma vie allait dans la direction opposée. J'ai demandé Clara en mariage lors d'un voyage sur la côte, sur une falaise surplombant l'océan au coucher du soleil. C'était calme, c'était personnel, et c'était parfait. Quand nous l'avons annoncé à ma famille, la réaction a été tiède. Oh, c'est charmant, chérie, a dit ma mère au téléphone. Assurez-vous juste de prévoir de longues fiançailles. Ces choses-là coûtent cher. C'était un contraste saisissant avec la frénésie qui avait entouré les fiançailles de Léo. Mais on s'en fichait. Nous étions heureux. Nous avons fixé une date pour l'automne suivant, 1 an plus tard. Nous voulions un petit mariage intime dans un beau vieux vignoble. Ça allait être notre jour. Environ 6 mois avant notre mariage, l'appel est arrivé. C'était ma mère, la voix lourde d'un drame fabriqué de toutes pièces. C'est fini, Henri. Léo et Amélia. Ils divorcent. J'étais abasourdi. De l'extérieur, c'était le couple parfait. Mais ma mère n'était pas triste. Elle était furieuse. Elle le quitte après tout ce que nous avons fait pour elle. Elle ne pouvait pas attendre. Elle était tellement impatiente avec cette histoire de bébé. Ton frère est dévasté. Absolument. Anéanti. Au cours des semaines suivantes, Léo est retourné vivre chez mes parents. Il était traité comme un prince blessé. Ma mère lui cuisinait tous ses plats préférés. Mon père l'a emmené faire un voyage entre hommes à Vegas pour lui vider la tête. Le récit était gravé dans la pierre. Amélia était la méchante, égoïste et impatiente. Léo était la victime tragique. Personne n'a jamais demandé ce qui s'était vraiment passé. Personne n'a jamais remis en question la version de Léo. 1 mois plus tard, Clara et moi étions chez mes parents pour notre dîner dominical obligatoire. La tension était à couper au couteau. Léo était là, l'air
Maussade, jouant à la perfection le rôle du mari au cœur brisé. Après un repas principalement silencieux, ma mère s'est tournée vers moi, l'expression sombre. Henri, a-t-elle dit, la voix basse et sérieuse. Ton père et moi en avons discuté. Et nous pensons. Nous pensons que toi et Clara devez faire ce qu'il faut. J'ai regardé Clara, confus. Ce qu'il faut par rapport à quoi? Mon père a posé sa fourchette avec un cliquetis délibéré. À propos du mariage. Ce n'est pas le bon moment. Ton frère traverse un divorce. Ce serait incroyablement insensible de lui jeter une grande célébration au visage en ce moment. Nous voulons que vous le repoussiez. Le silence s'est fait dans la pièce. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir résonnait comme un marteau frappant une enclume. Repousser notre mariage. Notre jour, celui que nous planifions depuis près d'un an, le seul point lumineux à mon horizon personnel, devait être mis en attente parce que la vie de Léo avait rencontré un dos d'âne. Clara a parlé la première, la voix dangereusement calme. Richard, avec tout le respect que je vous dois, notre mariage n'a rien à voir avec le divorce de Léo. Ma mère lui a lancé un regard venimeux. Ça a tout à voir avec ça. C'est une famille. Nous sommes censés nous soutenir. Léo souffre. Comment pensez-vous que ça va paraître? Vous deux en train de parader avec votre bonheur alors que ça vie s'écroule. Il arrive à peine à sortir du lit le matin. J'ai jeté un coup d'œil à Léo. Il fixait son assiette, un léger sourire narquois aux lèvres. Il n'essayait même pas de cacher sa satisfaction. Il s'en délectait. C'était ce qu'il voulait, que le monde s'arrête à nouveau et tourne autour d'eux. Lui. Une fureur froide, une émotion que j'avais réprimée toute ma vie, a commencé à brûler dans ma poitrine. Toutes ces années passées sur la touche, à voir mes réussites minimisées, mes sentiments ignorés, tout est remonté à la surface. Non, ai-je dit. Le mot était bas, mais il a fendu la tension comme un rasoir. Mes parents m'ont regardé comme si je venais de me voir pousser une deuxième tête. Qu'est-ce que tu as dit? A demandé mon père, la voix basse et menaçante. J'ai dit non, ai-je répété, plus fort cette fois. J'ai senti la main de Clara serrer ma cuisse sous la table. Un élan silencieux de soutien. Nous n'allons pas repousser notre mariage. C'est dans 6 mois. Le divorce de Léo sera bien entamé d'ici là. C'est un événement complètement séparé. Ma mère a halté, plaçant une main sur son cœur. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait? Ai-je rétorqué, les mots sortant avant que je ne puisse les arrêter. Vous avez payé l'université de Léo. Vous avez payé sa première voiture. Vous avez payé l'avocat pour sa conduite en état d'ivresse. Vous avez payé la moitié de son mariage. Vous avez payé toute sa vie. Clara et moi payons notre propre mariage avec notre propre argent que nous avons gagné grâce à nos propres emplois. Nous ne vous demandons rien d'autre que d'être présents et d'être heureux pour nous pour un seul jour. La vérité énoncée si clairement fut comme un coup physique. Ma mère a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois. Le visage de mon père s'est durci en un masque de fureur froide. Tu n'as aucune idée de ce que traverse ton frère, a-t-il craché. Il a tout perdu. Et c'est de ma faute, ai-je demandé, la voix montant. Suis-je censé mettre ma vie en suspens indéfiniment parce que la sienne n'a pas marché? Je ne le ferai pas. C'était le moment. Le moment que j'avais redouté et, d'une manière étrange, désiré toute ma vie. Le moment où je me suis enfin défendu. Mon père s'est levé, sa chaise raclant bruyamment contre le parquet. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu vas m'écouter, mon garçon, a-t-il sifflé. Tu vas montrer du respect à ton frère. Tu vas repousser ce mariage où nous ne serons pas là.
Ni ta mère, ni moi, ni ton frère, aucun de nous. C'était un échec et mat. Le mouvement ultime pour me forcer à la soumission. Il pensait qu'il m'avait. Il pensait que j'allais m'effondrer comme je l'avais toujours fait. Mais il n'avait pas vu Clara à côté de moi. Il n'avait pas vu les années de ressentiment silencieux qui s'étaient finalement solidifiées en un noyau d'acier en moi. Je me suis levé pour lui faire face. Alors je suppose que vous ne serez pas là, ai-je dit, la voix tremblante. Mais Claire. Clara, on s'en va. Alors que nous sortions, j'ai entendu le gémissement de ma mère derrière nous. Tu l'as choisi au lieu de ta famille. Je me suis arrêté à la porte et je les ai regardés en arrière. Mon père rouge de rage. Ma mère effondrée sur sa chaise. Et Léo, qui me regardait maintenant. Directement avec une expression de pure malice triomphante. Et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas seulement à propos du mariage. C'était une déclaration de guerre. Et je n'avais aucune idée à quel point ma propre famille était prête à jouer sale. Les retombées de ce dîner ont été rapides et brutales. Je m'attendais au traitement du silence. Je m'attendais à des messages vocaux en colère. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la campagne calculée et vicieuse que Léo, avec la bénédiction de mes parents, a lancée contre moi. Ça a commencé subtilement. Un appel de ma tante Carole, la sœur de ma mère. Henri, mon chéri, a-t-elle dit, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Je viens d'avoir une longue discussion avec ta mère. Elle est absolument hors d'elle. Elle m'a dit. Eh bien, elle m'a dit que tu étais en partie responsable de la rupture entre Léo et Amélia. J'ai senti mon sang se glacer. Quoi? C'est insensé. Je n'y suis pour rien. Eh bien, a-t-elle continué en baissant la voix d'un air de conspiration. Éléanor a dit que tu avais toujours été jaloux du mariage de Léo et que tu disais souvent à Amélia qu'elle pouvait trouver mieux, que tu lui avais mis en tête des idées pour le quitter. C'était une fabrication complète, un mensonge tissé de toutes pièces, conçu pour me dépeindre comme le méchant, le saboteur. Je me suis défendu, bien sûr, mais la graine du doute avait été plantée. Ensuite, les mensonges ont empiré. Léo a commencé à raconter aux gens que je lui avais donné de mauvais conseils financiers, lui faisant perdre une somme d'argent importante. Il a dit à notre cousin Marc, qui travaillait dans le même secteur, que je lui avais volé un concept de design. Une impossibilité flagrante, car Léo était dans le marketing. Et ne savait pas tracer une ligne droite. Mais les gens l'ont cru parce que... Pourquoi un frère mentirait-il sur une chose pareille? Pourquoi des parents aimants soutiendraient-ils un tel mensonge? Léo avait passé toute sa vie à être choyé et cru, et j'avais passé toute ma vie dans son ombre. Les rôles étaient déjà distribués. Il était la charmante victime lésée et j'étais le jeune frère. Jaloux et amer. Les appels téléphoniques ont commencé à affluer un par un. Les personnes qui avaient répondu oui à notre mariage appelaient maintenant avec des excuses fragiles. Mon oncle Robert, le jeune frère de mon père et la personne qui se rapprochait le plus d'un confident dans la famille, m'a appelé un soir. Hank, a-t-il commencé en utilisant mon surnom d'enfance. Écoute, je ne pense pas que Betty et moi pourrons venir au mariage. La déception m'a frappé comme un coup physique. Pourquoi pas, oncle Rob? Est-ce que tout va bien? Il a hésité. Ton père a appelé. Il m'a dit. Il m'a dit certaines choses sur la situation avec Léo. Il a dit que tu étais incroyablement cruel envers ton frère pendant cette période difficile. Il a dit que tu avais pratiquement craché au visage de ta mère. Il a fait en sorte que ça paraisse plutôt grave, Hank. Et tu l'as cru, ai-je demandé, la voix à peine un murmure. Après toutes ces années, tu l'as simplement cru. Ce n'est pas si simple, a-t-il balbutié. C'est mon grand frère. Et
Richard, eh bien, tu sais comment il peut être. Il m'a mis dans une position très difficile. C'est juste mieux si nous restons en dehors de ça. Il avait choisi son camp. Ils l'avaient tous fait. Ils avaient choisi la voie de la moindre résistance, ce qui signifiait se ranger du côté de mes parents et de l'enfant roi. Les invitations de mariage que nous avions envoyées avec tant de joie ressemblaient maintenant à des artefacts d'une autre vie. À chaque annulation, un autre morceau de mon cœur s'effritait. Le pire était la solitude. C'était un sentiment isolant, étouffant de savoir que votre propre famille, les personnes censées vous aimer inconditionnellement, travaillaient activement pour détruire votre bonheur. Ils empoisonnaient le puis, dressant contre moi des personnes que j'avais connues toute ma vie avec des murmures et des mensonges. Clara était mon ancre dans la tempête. Elle me tenait quand je m'effondrais de frustration et de fureur. Elle gérait les appels des membres de sa propre famille qui étaient confus, expliquant calmement qu'il y avait un désaccord familial, mais que le mariage était absolument maintenu. Ses parents, que Dieu les bénisse, étaient horrifiés. Ils ont proposé d'appeler mon père eux-mêmes. Mais je leur ai demandé de ne pas le faire. C'était mon combat. Une nuit, assis au milieu d'une pile de RSVP avec des noms cochés avec des traits définitifs et en colère, j'ai finalement craqué. Peut-être qu'ils ont raison, ai-je dit à Clara, les mots ayant un goût de poison. Peut-être que nous devrions simplement repousser. Je n'en peux plus. Elle est venue s'agenouiller devant moi, prenant mon visage dans ses mains, ses yeux étaient féroces. Non, a-t-elle dit, d'une voix inébranlable. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent gagner. Ils veulent prouver qu'ils te contrôlent toujours. Nous allons marcher dans cette allée dans 2 mois, Henri. Nous allons passer une journée magnifique entourée des personnes qui nous aiment vraiment et nous allons être heureux. Tu m'entends? Leur poison s'arrête ici. Le jour de notre mariage est arrivé par une après-midi d'automne parfaite et fraîche. Le ciel était d'un bleu brillant sans nuages. Les feuilles sur les vignes avaient pris des teintes flamboyantes d'or et de cramoisi. C'était tout ce dont nous avions rêvé visuellement. Mais alors que je me tenais au bout de l'allée à attendre Clara, je ne pouvais m'empêcher de voir les fantômes. Les rangées de chaises blanches étaient à moitié vides. Le côté qui était destiné à ma famille était un paysage désolé de sièges vacants. Pas de mère pour épingler ma boutonnière. Pas de père pour me donner un conseil de dernière minute. Pas de frère debout à mes côtés. Mon oncle, mes tantes, mes cousins. Tous disparus. Effacés par les mensonges de Léo. Une vague de chagrin profond et sans fond m'a envahi. C'était censé être l'un des jours les plus heureux de ma vie, et ma propre famille en avait fait une humiliation publique. Ils avaient réussi à faire passer leur message. Leur absence était un cri qui résonnait à travers tout le vignoble. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était le père de Clara, Georges. Il a regardé les chaises vides, puis de nouveau moi, les yeux remplis d'une compassion qui m'a serré la gorge. Je sais que c'est dur, fils, a-t-il dit, d'une voix bourrue mais gentille. Mais regarde qui est là. Je me suis forcé à scruter la foule. La famille de Clara était là en force. Leur visage rayonnant d'amour et de soutien. Mais quelques amis d'eux. L'université qui avait traversé le pays en avion. Mon patron du cabinet et Jessica, mon amie d'enfance, la seule personne de mon ancienne vie qui avait appelé ma mère pour lui dire qu'elle se comportait comme une idiote. Ils étaient peu nombreux, mais ils étaient redoutables. Ils nous avaient choisis. Et puis la musique a commencé. Tout le monde s'est levé et j'ai vu Clara. Elle descendait l'allée au bras de son père. Et elle était si belle. Ça m'a littéralement coupé le souffle. Elle ne regardait pas les chaises vides. Elle ne regardait pas les fantômes. Elle me regardait droit dans les yeux. Un sourire radieux et défiant sur le visage.
À cet instant, le chagrin et la colère ont reculé, remplacés par une vague écrasante d'amour pour cette femme incroyable. Elle était ma famille. Elle était ma maison. Lorsqu'elle m'a rejoint, elle m'a serré la main et a chuchoté, « Toi et moi, c'est tout ce qui compte. » La cérémonie a été un tourbillon de larmes de joie. Nous avons échangé nos vœux. Les mots semblant plus significatifs, plus puissants face à toute l'opposition que nous avions surmontée. Lorsque l'officiant nous a déclaré mari et femme, les acclamations de notre petit groupe d'invités ont semblé aussi fortes et joyeuses que celles d'un stade plein à craquer. Lors de la réception, Georges s'est levé pour porter un toast. Il a levé son verre et m'a regardé directement. « Je ne suis pas un homme de grand discours », a-t-il commencé. « Mais je veux dire ceci. J'ai vu Henri affronter une situation qui aurait brisé beaucoup d'hommes. Il est resté debout avec intégrité, avec force et avec amour pour ma fille. Il a été déçu par des personnes qui auraient dû le chérir. Je veux donc faire une promesse ici, aujourd'hui, devant vous tous. Henri, à partir de ce jour, tu es mon fils. Notre famille est ta famille, pour toujours. » J'ai finalement craqué. Les larmes que j'avais retenues pendant des mois ont coulé sur mon visage. Ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude. Nous avons dansé. Nous avons mangé. Nous avons ri. Ce n'était pas le mariage que nous avions initialement prévu, mais c'était parfait. C'était une célébration de l'amour, de la loyauté et de la vérité profonde que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de personnes qui répondent présent. Cette nuit-là, alors que Clara et moi partions, j'ai pris une décision. J'ai sorti mon téléphone et j'ai bloqué les numéros de mes parents et de mon frère. J'ai retiré de mes amis le moindre membre de la famille qui nous avait tourné le dos. J'ai coupé les ponts. Ce fut une amputation douloureuse, brutale, mais je savais que c'était le seul moyen d'empêcher la gangrène de se propager. Je choisissais mon avenir. Je choisissais ma femme. Je me choisissais moi-même. La vie après le mariage a été calme. Les premiers mois ont été étranges. Je m'attendais sans cesse à ce que le téléphone sonne avec un numéro inconnu en colère, ou qu'une lettre pleine de récriminations arrive par la poste. Mais il n'y a eu rien, juste le silence. Clara et moi nous sommes installés dans notre nouvelle vie. Nous avons investi notre énergie dans notre travail, dans la construction de notre foyer. Nous avons trouvé un nouveau rythme, un nouveau sens de la normalité qui n'impliquait pas d'appels hebdomadaires remplis d'agressivité passive ou de fêtes gâchées par des drames familiaux. Nous avions notre famille de cœur. Les parents de Clara sont des amis proches. C'était paisible, mais une partie de moi était encore hantée. Je ne comprenais toujours pas le pourquoi. Je savais que Léo était égoïste et que mes parents le cautionnaient, mais la pure brutalité de leur campagne me déconcertait toujours. Il devait y avoir plus dans l'histoire de son divorce. Environ un an après le mariage, j'étais dans un café près d'un nouveau chantier de construction que je dirigeais. Je prenais un latte quand j'ai entendu une voix familière prononcer mon nom. Henri. Je me suis retourné, et mon cœur a raté un battement. C'était Amélia, l'ex-femme de Léo. Elle avait l'air différente, en meilleure santé. L'anxiété perpétuelle qui assombrissait ses yeux quand elle était avec Léo avait disparu. Elle avait l'air libre. Amélia, ai-je dit, surpris. Waouh, c'est bon de te voir. Comment vas-tu? Je vais bien, a-t-elle dit, un petit sourire sincère sur le visage. Vraiment bien. J'ai quitté la ville, j'ai ouvert ma propre petite boulangerie. Je suis heureuse. Nous avons échangé des banalités pendant quelques minutes. L'éléphant dans la pièce, notre histoire commune avec ma famille, planait entre nous. Finalement, elle a pris une grande inspiration. Écoute, Henri, a-t-elle dit,
son expression devenant sérieuse. Je te dois des excuses. J'ai entendu ce qu'ils ont fait pour ton mariage. Je n'en ai eu vent que des mois après, et à ce moment-là. Eh bien, je ne voulais pas m'en mêler. C'était lâche de ma part, et je suis désolé. Ce n'était pas de ta faute, ai-je dit immédiatement. Tu avais ta propre évasion à faire. Ses yeux se sont remplis d'une triste compréhension. C'est bien ça le problème, a-t-elle dit en baissant la voix. Tout est lié. La raison pour laquelle ils se sont acharnés sur toi si violemment. C'était pour dissimuler. La vraie raison pour laquelle j'ai quitté Léo. Je me suis penché, mon cœur commençant à battre la chamade. Quelle était la vraie raison? Elle a pris une autre inspiration, comme pour se préparer. Le récit de ta mère était que j'étais impatiente, que je voulais désespérément un bébé, et que Léo voulait t'attendre. C'est un mensonge. Un mensonge soigneusement construit. La vérité, c'est que c'est moi qui hésitais. Léo est devenu obsédé, non pas par l'idée d'avoir un enfant, mais par l'idée d'avoir un héritier. Ce n'était que ça dont lui et ton père parlaient, surtout après les funérailles de ton grand-père, et la lecture du testament. Quelque chose à propos d'un gros héritage. Elle a fait une pause, me regardant droit dans les yeux. Nous avions convenu d'attendre, d'utiliser une protection. Mais ensuite j'ai découvert qu'il mentait. J'ai trouvé mes pilules contraceptives à la poubelle. Il les remplaçait par des pilules de sucre. Il essayait de me piéger. Il essayait de me mettre enceinte sans mon consentement. L'air a été aspiré hors de mes poumons. C'était tellement pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Quand je l'ai confronté, a-t-elle continué, la voix légèrement tremblante. Il n'a même pas nié. Il m'a dit que c'était son droit en tant que mari, que je lui devais un fils. Il est devenu contrôlant, effrayant. J'ai réalisé que je n'étais pas marié à un homme. J'étais marié à un monstre. Alors, je suis parti. J'ai fait un sac pendant qu'il était au travail et je me suis enfui. Tout a pris sens. La fureur insensée, le désespoir, le besoin de faire de moi le méchant. Il devait te détruire, a dit Amélia, comme si elle lisait dans mes pensées. Parce que s'il ne pouvait pas te blâmer pour le divorce, alors les gens auraient pu commencer à poser des questions. Ils auraient pu commencer à regarder Léo. Ils devaient créer un écran de fumée pour cacher le monstre qu'ils avaient élevé. Ton mariage n'était qu'un dommage collatéral pratique. Je suis resté là, sur le carrelage de ce café, le monde basculant sur son axe. Il ne s'agissait pas seulement de jalousie ou d'égoïsme. Il s'agissait de protéger un secret sombre et pourri. Ma famille ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait utilisé comme bouclier pour dissimuler un acte de violation profonde. La paix tranquille que j'avais construite pour moi-même a volé en éclat, remplacée par une vérité froide, dure et libératrice. Après cette conversation avec Amélia, quelque chose a changé en moi. Le chagrin persistant que je ressentais pour la famille que j'avais perdue s'est finalement évaporé, remplacé par une certitude nette et absolue. J'avais fait le bon choix. Couper les ponts n'était pas seulement un acte d'instinct de survie. C'était une nécessité morale. Les 3 années suivantes ont été les meilleures de ma vie. Débarrassé du poids des attentes et de la toxicité de ma famille, je me suis épanoui. J'ai reçu une promotion importante au travail, devenant chef de projet principal. Mon salaire a considérablement augmenté, et Clara et moi avons pu acheter notre première maison, une belle maison du milieu du siècle que nous avons rénovée nous-mêmes. Avec amour. Nous l'avons remplie de lumière, de rire et d'amis. Nous avons construit un sanctuaire. Nous avons voyagé. Nous avons adopté un chien dans un refuge. Nous avons vécu, pour la première fois. J'avais l'impression de pouvoir
Respirer sans attendre que le ciel me tombe sur la tête. Le silence de leur côté. Du monde n'était plus vide. Il était plein de paix. Et puis, un matin de printemps ensoleillé, Clara est sortie de la salle de bain. Les mains tremblantes, tenant un petit bâtonnet blanc avec 2 lignes roses. La joie qui a éclaté en moi était pure et intacte. Nous allions être parents. Nous allions avoir une famille, une vraie, fondée sur l'amour et le respect, pas sur l'obligation et le contrôle. Nous allions briser le cycle. Nous créerions un foyer où notre enfant se sentirait vu, entendu et chéri pour ce qu'il était. Exactement. Quelques semaines plus tard, lors de notre première échographie, nous avons vu ce minuscule battement de cœur palpitant. C'était réel. C'était un garçon. Nous avons décidé de partager notre nouvelle sur les réseaux sociaux avec une simple photo heureuse de nous tenant l'échographie. La publication a explosé. Des centaines de j'aime et de commentaires ont afflué. Des félicitations de la part d'amis, de la famille de Clara, d'anciens collègues. C'était un moment pur et inaltéré de bonheur partagé. Nous ignorions joyeusement que cette déclaration publique de notre bonheur était comme une fusée éclairante tirée dans le noir, signalant notre position aux personnes même auxquelles nous avions échappé. Nous ne savions pas qu'ils nous observaient. Nous ne savions pas que, dans leur monde, notre bonheur n'était pas quelque chose à célébrer. C'était une ressource à exploiter. Et nous venions d'annoncer que nous étions en possession de la seule chose qu'ils voulaient maintenant plus que tout au monde. Un enfant, un petit-fils, un héritier. La clé de cet héritage. Le premier message est arrivé moins de 48 heures après notre annonce. C'était une demande d'amis sur les réseaux sociaux venant de ma mère. Je l'ai ignoré. Puis est arrivé un email. L'objet disait « Je pense à toi ». Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. C'était un long message décousu, plein de sentimentalité et de regret. Elle écrivait à quel point je lui manquais. Comment elle priait pour moi chaque nuit. Elle disait que voir la photo de son futur petit-fils lui avait brisé le cœur et lui avait fait réaliser à quel point leur fierté avait été stupide. La famille est tout, Henri, écrivait-elle. Et la vie est trop courte pour cette colère. Pouvons-nous s'il te plaît, parler? Clara la lut par-dessus mon épaule, les bras croisés. Ne tombe pas dans le panneau, a-t-elle dit doucement. C'est un piège. Je sais, ai-je répondu, mais une infime et traîtresse partie de moi ressentit une lueur de quelque chose. Pas de l'espoir, exactement, plutôt un désir vestigial douloureux. Le fantôme du petit garçon qui voulait juste ça. Maman. Puis un texto est arrivé d'un numéro inconnu. C'était Léo. Salut petit frère. J'ai appris la nouvelle. Félicitations. Sérieusement. Écoute, je sais que j'ai merdé. J'étais dans une période sombre après le divorce et j'ai terriblement mal géré les choses. J'ai dit et fait des choses que je regrette chaque jour. J'aimerais avoir la chance de m'excuser en personne. Pour ce que ça vaut, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Je suis en thérapie. Je veux juste récupérer ma famille. C'était l'excuse parfaite. Il a touché toutes les bonnes cordes. Responsabilité. Croissance personnelle, désir de réconciliation. C'était si parfait, en fait, que ça semblait complètement faux. Ça ressemblait à quelque chose qu'un avocat aurait écrit. C'est une attaque coordonnée, a dit Clara, d'une voix ferme. Ils essaient de t'attendrir. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais l'idée que mon fils grandisse sans connaître aucun de ses grands-parents ou son oncle de mon côté provoquait encore un pincement dans ma poitrine. Étais-je en train d'être têtu? Est-ce que je m'accrochais à une colère qui ne faisait que me blesser? J'en ai discuté avec Clara pendant des jours. Nous avons hésité. Finalement, nous avons trouvé un compromis.
d'accord, a-t-elle dit. Une rencontre, dans un lieu public. Nous y allons? Nous écoutons, et nous fixons des limites strictes. Pas de discussion sur le passé, sauf si c'est une excuse directe. Pas de promesses pour l'avenir. Nous verrons s'ils ont véritablement changé. Mais Henri, a-t-elle dit en me prenant les mains, la seconde même où ça semble louche, on se lève et on part, sans poser de questions. Marché conclu? Marché conclu, ai-je dit, ressentant un sentiment d'appréhension mêlé à cet espoir fou et vacillant. J'ai répondu à l'email de ma mère. Nous pouvons nous retrouver pour un café. Mardi prochain. Au Daily Grain sur Main Street, à 10h. La réponse a été presque instantanée. Merveilleux. Nous y serons tous. Le mot m'a fait froid dans le dos. Ça n'allait pas être une simple réconciliation. C'était une embuscade et nous marchions droit dedans. Le café était exactement tel que je m'en souvenais le jour où j'avais croisé Amélia. Lumineux, bruyant et impersonnel. Cette fois, cependant, la rencontre n'était pas un accident. À notre arrivée, nous les avons trouvés déjà là, occupant une banquette dans le coin, comme un tribunal attendant l'accusé. Ma mère, mon père et Léo. Les civilités initiales étaient douloureusement gênantes. Ils ont posé des questions sur la grossesse de Clara avec une douceur mielleuse qui m'a donné la chair de poule. Ils ont fait des commentaires sur ma promotion, dont il avait clairement entendu parler par le biais des rumeurs familiales. C'était toute une représentation, une pièce de théâtre soigneusement répétée, conçue pour nous bercer d'un faux sentiment de sécurité. Et puis, exactement comme je l'ai décrit. Au tout début de l'histoire, ma mère s'est lancée dans son discours sur l'infertilité de Léo, ses souffrances, son besoin profondément enraciné d'être père. Et puis est venue la demande, la proposition insensée, monstrueuse. Incroyable que nous devions simplement lui remettre notre enfant, ou au moins lui céder une partie significative de sa garde. Au moment où les mots sont sortis de la bouche de mon père, une solution parfaite pour la famille, Clara s'est levée. Je ne vais pas écouter ça. Henri, on s'en va. Mais j'étais pétrifié. L'audace, le culot absolu et sans borne de la chose m'avait choqué au point de me rendre muet. Ils n'avaient pas changé. Ils avaient empiré. Ils ne me voyaient pas comme un fils, ni Clara comme une belle-fille, ni notre bébé comme un être humain. Nous n'étions qu'une collection de pièces de rechange à utiliser pour réparer Léo. Et dans mon choc, ma colère a enfin trouvé sa voix. Vous vous entendez parler, ai-je dit, d'une voix dangereusement basse. Vous pensez qu'après avoir saboté notre mariage, après avoir menti à toute notre famille, après 3 ans de silence, vous pouvez simplement revenir dans nos vies et exiger notre enfant? Mon fils n'est pas une ordonnance pour soigner les problèmes de Léo. Léo, qui avait été silencieux jusqu'à présent, a soudainement levé les yeux brillants d'une colère venimeuse et familière. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, a-t-il craché. De voir ton seul rêve t'être enlevé. Toi qui as tout avec tant de facilité. Facilité. J'ai ri d'un son dur et amer. Rien dans ma vie n'a été facile. Léo. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, alors qu'on t'a tout servi sur un plateau d'argent et tu as quand même réussi à tout gâcher. Tu sais quoi? Il y a peut-être une raison pour laquelle tu ne peux pas avoir d'enfant. Peut-être que l'univers sait que tu serais un père terrible parce que tu es un être humain. Égoïste, manipulateur et cruel. Les mots étaient sortis avant que je ne puisse les arrêter. Ils étaient brutaux. Ils étaient bas, mais ils étaient vrais. Ma mère a éclaté en sanglots. Mon père a frappé du poing sur la table, faisant sursauter les tasses de café. Ça suffit. Tu ne parleras pas à ton frère de cette façon. Je lui parlerai comme je veux, ai-je dit en me levant et en tirant Clara avec moi. Nous avons terminé ici. Ne nous recontactez plus.
Nous sommes sortis du café, mon cœur martelant mes côtes. Je savais que j'avais franchi une ligne. J'avais dit l'indicible, mais je m'en fichais. La guerre n'était plus froide. Elle était ouverte. 2 jours plus tard, la guerre est devenue publique. Ma mère a écrit un long message décousu sur Facebook. Elle ne m'a pas nommé, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Elle écrivait sur ses 2 fils bien-aimés, l'un qui avait subi une perte inimaginable et l'autre qui, aveuglé par sa propre bonne fortune, était devenu cruel et sans cœur. Elle écrivait: entendre un fils dire à l'autre qu'il mérite ses souffrances, qu'il mérite d'être stérile. C'est une douleur qu'aucune mère ne devrait avoir à supporter. Nous voulions seulement guérir notre famille, offrir notre amour et notre soutien aux nouveaux bébés qui arrivent dans nos vies. Et nous avons été accueillis avec un venin qui nous a laissés anéantis. Nous vous demandons vos prières pour notre fils qui souffre. Et pour le fils qui a perdu son chemin. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. En quelques heures, le message avait récolté des centaines de j'aime et de commentaires de compassion de la part des membres de la famille et d'anciens voisins. Nous sommes tellement désolés que vous traversiez cela, Eleanor. On envoie de l'amour à Léo. Certains enfants sont tellement ingrats. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications. On m'identifiait. Les gens m'envoyaient des messages pour me dire que je devrais avoir honte de moi. Ils avaient pris ma douleur privée et ma colère légitime et les avaient déformés pour en faire un spectacle public où j'étais le méchant. Ils m'avaient coincé. Ils ne m'avaient laissé aucun choix. J'ai regardé Clara, les mains tremblantes. Ils veulent une bataille publique. J'ai dit, très bien, donnons-leur en une. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai appelé Amélia. Mon cœur battait la chamade pendant que j'expliquais la situation, la rencontre, la demande insensée de garde, mon accès de colère, et maintenant l'humiliation publique sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit que je comprendrais si elle voulait rester en dehors de ça, qu'elle ne me devait rien. Mais qu'il fallait que je lui demande. Ils utilisent l'infertilité de Léo comme une arme, ai-je dit, la gorge serrée. Ils le dépeignent comme une victime tragique, mais nous connaissons la vérité. Nous savons ce qu'il a fait. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire non. Il a essayé de détruire ma vie, Henri, a-t-elle finalement dit, d'une voix froide et claire. Et maintenant, il essaie de détruire la tienne et de te prendre ton enfant. Non. Ça s'arrête maintenant. Tu as ma permission. Dis-leur tout. Si tu as besoin de moi, je te soutiendrai. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a presque fait flancher ma envahi. Merci, Amélia, ai-je murmuré. Merci. Fais-leur vivre un enfer, a-t-elle dit avant de raccrocher. Je me suis assis devant mon ordinateur. Clara était assise à côté de moi, sa main posée sur mon dos. J'ai affiché le post de ma mère, relisant une fois deux. Plus les commentaires mielleux et apitoyés. Puis j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas écrit avec colère. J'ai écrit avec une précision froide, claire et dévastatrice. J'ai commencé par le début. Ceci s'adresse à mes amis, à ma famille, et à tous ceux qui ont lu le récent post de ma mère et qui se posent des questions sur le fils qui a perdu son chemin. J'ai gardé le silence pendant 3 ans, et j'avais l'intention de rester silencieux pour toujours. Ma famille a maintenant rendu cela impossible. J'ai tout déballé. Les années où j'ai été traité comme un citoyen de seconde zone, l'exigence de repousser mon mariage, la campagne de dénigrement calculée. Qui a suivi? J'ai décrit le fait de me tenir à l'hôtel, regardant une mer de chaises vides, une humiliation publique orchestrée par les personnes mêmes qui auraient dû m'acclamer. Je les ai coupés de ma vie, non par rancune, ai-je écrit, mais pour ma
propre survie et pour la protection de ma femme. Nous avons construit une vie magnifique et paisible en leur absence. Une paix qu'ils ont récemment décidé de briser. Ensuite, j'ai détaillé la rencontre au café. J'ai écrit sur leur incroyable exigence que nous devions leur donner une place dans la vie de notre enfant. En gros, faire de Léo un copard pour compenser ses propres échecs. J'ai même cité la phrase de ma mère, tu as tout, mais Léo n'a rien. Et puis j'ai porté le coup de grâce final. Ma famille articule tout ce conflit autour de la tragique infertilité de mon frère Léo. Ils le dépeignent comme une victime qui a été lésée par une ex-femme cruelle et maintenant par un frère sans cœur. Il est temps que la vérité éclate. La raison du divorce de Léo n'était pas un désaccord sur le moment d'avoir des enfants. La raison pour laquelle Amélia a quitté mon frère, c'est parce qu'elle a découvert qu'il remplaçait secrètement ses pilules contraceptives par des pilules de sucre. Il a essayé de la mettre enceinte contre sa volonté et sans son consentement. Ce n'est pas l'action d'un homme qui mérite d'être père. C'est l'action d'un prédateur. Je n'ai pas eu besoin de fournir les captures d'écran qu'Amélia m'avait envoyées. De ses conversations avec un avocat à ce sujet. Mes mots ont suffi. J'ai décrit ma rencontre fortuite avec Amélia. J'ai expliqué qu'elle l'avait quitté pour se sauver d'un homme de plus en plus contrôlant et dangereux. Ma famille connaît cette vérité, ai-je conclu. Et au lieu de tenir Léo responsable, ils ont choisi de le cacher. Ils ont choisi de nous attaquer, ma femme et moi, pour créer une diversion. Ils ne sont pas des victimes. Ce sont des complices qui l'ont conforté dans ses actes. Ma femme et moi ne nous laisserons pas intimider. Nous ne serons pas manipulés. Et notre fils ne sera jamais, au grand jamais, utilisé comme un outil pour réparer le monstre qu'ils ont créé. C'est la dernière fois que je parlerai de cela. Nous demandons seulement à être laissés en paix. Mon doigt a plané sur le bouton de publication. C'était comme le point de non-retour. Cela allait faire exploser une bombe au milieu de toute ma famille. Élargie. Clara s'est penchée et a embrassé ma joue. Fais-le, a-t-elle chuchoté. J'ai cliqué et ensuite nous avons regardé le monde prendre feu. Note de l'auteur, c'est le moment où tout a changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma propre histoire. Merci d'être resté avec moi. Jusqu'ici. Vous êtes géniaux. Si vous êtes encore avec moi, rendez-moi un énorme service et cliquez sur le bouton j'aime et commentez le chiffre 1. Ci-dessous, juste pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'à ce point décisif avec moi. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire. Cela me fait savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un d'autre. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager le reste de ce voyage. Les 5 premières minutes après ma publication ont été silencieuses, puis mon téléphone a commencé à vibrer et ne s'est pas arrêté pendant les 48 heures suivantes. Les réactions initiales sur la publication elle-même étaient un mélange de choc et d'incrédulité. Mais mon histoire sonnait vraie, contrairement au post vague et émotionnel de ma mère. Elle était précise. Il y avait des détails, et elle répondait à la question qui devait tarauder l'esprit de tout le monde, pourquoi un fils couperait-il complètement les ponts avec sa famille? Mon post leur a donné la réponse, et c'était plus horrifiant que ce qu'il aurait pu imaginer. Le premier domino à tomber a été tante Carole. Elle n'a pas commenté le post. Elle m'a appelé directement, la voix troublée. Henri, je viens de lire ton post. Est-ce que c'est vrai, l'histoire des pilules? Chaque mot, ai-je dit d'une voix plate. Il y a eu un long silence. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Ta mère. Elle nous a dit qu'Amélia était instable. Nous l'avons simplement cru. Elle s'est mise à pleurer. Henri, je suis tellement désolé.
de ne pas être venu à ton mariage, de les avoir crus. J'ai tellement honte. Un par un, les appels sont arrivés. Mon cousin Marc, qui avait été l'un des plus fervents partisans de Léo, m'a envoyé un long texto décousu s'excusant profusément. Il a dit que Léo lui avait raconté une histoire complètement différente. Mais l'appel le plus marquant est venu de mon oncle Robert. Hank, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Je suis un lâche. Un putain de lâche. J'ai laissé ton père m'intimider. J'ai choisi mon frère plutôt que mon neveu, et c'était le mauvais choix. J'ai lu ton post et j'en ai eu la nausée. Que puis-je faire pour arranger ça? Il n'y a rien à faire, oncle Rob, ai-je dit, ressentant une lassitude jusqu'au fond de mes os. Le mal est fait. Non, a-t-il dit, d'une voix ferme. J'appelle Richard en ce moment même, et ensuite je vais commenter le post de ta mère et rétablir la vérité. J'aurais dû te soutenir à l'époque. Je te soutiens maintenant. L'opinion publique s'est retournée avec force. Les gens ont commencé à remettre en question le post de ma mère. Le commentaire de l'oncle Robert confirmant qu'on lui avait menti a ouvert les vannes. Le récit de la pauvre famille en deuil s'est effondré, remplacé par une histoire beaucoup plus sombre de mensonges, de complaisance et d'abus. Le lendemain au travail, j'étais une boule de nerfs. J'étais sûr que quelqu'un aurait vu le drame. Mon patron, Monsieur Davison, m'a appelé dans son bureau et a fermé la porte. Je me suis préparé à subir un sermon sur le fait d'étaler des drames familiaux en ligne. Henri, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais ma femme y est. Elle m'a montré l'échange. Je veux juste que tu saches qu'ici, c'est un endroit sûr pour toi. Ta vie personnelle t'appartient. Mais si tu as besoin de temps libre, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à le demander. Tu as été un employé exemplaire à travers ce que je peux maintenant voir comme une quantité de stress inimaginable. 7. Promotion que tu as eue l'année dernière, ce n'était pas seulement pour ton talent. C'était pour ton caractère. J'ai été tellement pris de court que je ne pouvais pas parler. Cette validation venant d'un respect professionnel pur signifiait plus que toutes les excuses familiales. C'était une confirmation que j'étais plus que la somme des dysfonctionnements de ma famille. J'étais un homme à part entière. Et pour la première fois, tout le monde pouvait le voir. Après 2 jours d'humiliation publique incessante, mes parents et Léo ont disparu des radars. Ils ont supprimé leurs publications, puis ils ont supprimé tous leurs profils sur les réseaux sociaux. Le silence qui a suivi était lourd. De leur défaite. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée. Elle m'était adressée de l'écriture familière de ma mère. Je l'ai ouverte avec un étrange sentiment de détachement. La lettre était ce que j'avais toujours cru vouloir. Des excuses. Ils étaient désolés. Désolés pour la douleur qu'ils avaient causée. Désolés de ne pas m'avoir cru. Désolés pour leurs actions. Tout était là, noir sur blanc. Mais les mots sonnaient creux, sans vie. Ils donnaient l'impression d'avoir été écrits par un avocat, un effort de la dernière chance pour limiter les dégâts. Le dernier paragraphe a révélé leur véritable motivation. Nous comprenons que nous avons brisé ta confiance. Nous espérons qu'avec le temps tu pourras trouver dans ton cœur la force de nous pardonner. Comme première étape vers la guérison, nous te serions très reconnaissants de bien vouloir envisager de retirer ta publication. Elle cause un tort irréparable à la réputation de notre famille. Voilà. Il n'a jamais été question de ma douleur. C'était une question de réputation. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Il s'agissait d'image publique. Ils n'étaient pas désolés pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient désolés de s'être fait prendre. J'ai montré la lettre à Clara. Elle l'a luée.
À ricaner, bien sûr. Incroyable. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai failli ne pas répondre, mais une curiosité morbide m'a fait appuyer sur le bouton vert. Henri, a-t-il dit, la voix tendue. As-tu reçu notre lettre? Oui, ai-je répondu d'un ton neutre. Et qu'est-ce que tu? Je veux dire, merci. Il a soupiré, un long son de fatigue. Fils, nous essayons de faire amende honorable. Nous nous excusons. Tout ce que nous te demandons, c'est de retirer la publication. C'est la chose correcte à faire. J'ai senti un calme étrange s'installer en moi. Le petit garçon en moi, qui avait désespérément cherché l'approbation de cet homme, avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui allait bientôt devenir père à son tour. Un homme qui comprenait le vrai sens de ce mot. Que je retire la publication ou non est ma décision. Et cela n'a rien à voir avec vous ou avec vos excuses. J'ai ajouté, votre lettre n'est pas pour moi. Elle est pour vous. Pour que vous puissiez vous dire que vous avez essayé. Mais vous arrivez trop tard. Vous avez eu des années pour faire ce qu'il fallait. Vous avez choisi de ne pas le faire. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. Mais le nom de la famille, a-t-il commencé? Ce n'est plus mon problème, ai-je dit en le coupant. C'était la phrase la plus nette et la plus honnête que je lui avais jamais dite. J'étais en train de fixer une limite, non pas sous le coup de la colère, mais comme un état de fait. Leur monde et le mien n'étaient plus liés. J'ai raccroché. Avant qu'il ne puisse répondre. Je n'ai ressenti aucune colère, aucune tristesse. Pour la première fois, quand il s'agissait de ma famille, je n'ai absolument rien ressenti du tout. J'étais libre. 6 mois plus tard, par un mardi matin pluvieux, notre fils est né. Nous l'avons appelé Miles. Il était petit, parfait, et il a rempli notre maison rénovée d'une sorte de joie que je n'aurais jamais cru possible. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de nuits sans sommeil, de changements de couches interminables. Et d'un amour si féroce et envahissant que j'avais l'impression que mon cœur s'était grand ouvert. En tenant mon fils dans mes bras, je regardais son petit visage confiant et je faisais un vœu silencieux. Je ne le ferai jamais se sentir invisible. Je ne l'obligerai jamais à concourir pour mon amour. Il serait vu. Il serait chéri. Et il connaîtrait toujours sa propre valeur. Je serais le père que mon propre père n'avait jamais été. Notre maison est devenue un centre d'activités joyeuses. Les parents de Clara venaient presque tous les jours s'extasier au-dessus de leur nouveau petit-fils. George, mon beau-père, tenait Miles pendant des heures, lui racontant des histoires sur ses bien-aimés Chicago Cubs. La mère de Clara, Marie, nous cuisinait des montagnes de nourriture, s'assurant que nous mangions pendant que nous étions perdus dans les limbes des jeunes parents. Nos amis venaient à tour de rôle apporter des cadeaux et proposer de garder le bébé pour que nous puissions faire la sieste. Jessica est venue et a fait notre lessive sans même qu'on le lui demande. Mon patron, Monsieur Davison, a envoyé un panier cadeau. Incroyablement généreux avec un mot disant, profitez de chaque instant. Ils grandissent trop vite. C'était ça ma famille. Ce groupe bruyant, aimant, solidaire et incroyable. Ce sont eux qui avaient répondu présent. Ce sont eux qui comptaient. Le silence de l'autre côté du pare-feu que j'avais érigé était total. Je n'avais pas eu de nouvelles de mes parents ni de Léo depuis ce dernier appel téléphonique, et je ne leur avais pas accordé une seconde pensée. J'ai fini par retirer la publication. Environ un mois après la naissance de Miles, je me suis connecté. Une dernière fois, j'ai relu mes mots, et j'ai cliqué sur supprimer. Cela n'avait pas le goût de la reddition ou de l'abandon. C'était comme faire le ménage. La publication avait rempli son rôle. Elle avait été mon arme, mon
bouclier et ma déclaration d'indépendance. Mais je n'en avais plus besoin. La guerre était terminée et j'avais gagné. Ma récompense n'était pas leur défaite. C'était ma paix. C'était la joie tranquille de bercer mon fils pour l'endormir. Aux petites heures du matin. Le monde extérieur silencieux et immobile. Un après-midi, Clara et moi étions assis sur le canapé, regardant Miles dormir. Dans son couffin. « Est-ce que tu penses parfois à eux ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai réfléchi un instant. Honnêtement, non, pas vraiment. Ça fait l'effet d'un film que j'ai regardé il y a longtemps, à propos de la vie de quelqu'un d'autre. Elle a souri et a posé sa tête sur mon épaule. Tant mieux. C'est comme ça que ça devrait être. Je croyais avoir toutes les réponses. Je croyais avoir enfin compris toute l'étendue de leur dysfonctionnement. Mais il restait une dernière pièce du puzzle, un dernier sombre secret que je n'avais pas encore découvert, et il était sur le point d'arriver par la poste. La lettre est arrivée dans une épaisse enveloppe couleur crème. L'adresse de l'expéditeur provenait d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas, et elle avait été envoyée de la petite ville où mes grands-parents avaient vécu et étaient morts. Elle m'était adressée. Avec un sentiment de malaise, je l'ai ouverte. Elle provenait de l'exécuteur testamentaire de ma grand-tante, une femme que je ne connaissais que vaguement et qui était décédée quelques mois auparavant. Il semblait qu'elle m'avait laissé un petit souvenir dans son testament, mais ce n'était pas la partie importante de la lettre. L'avocat, un certain monsieur Abernathy, m'écrivait qu'en exécutant le testament de ma grand-tante, il était tombé sur d'autres documents juridiques familiaux dont il pensait que je devais être informé, compte tenu de ma rupture récente et publique avec mes parents. C'était une copie des dernières volontés et du testament de mon grand-père paternel. Je me suis assis à la table de la cuisine, mon café refroidissant, et j'ai commencé à lire. C'était surtout du jargon juridique standard. Mais ensuite, je suis arrivé à une section concernant un important fonds en fidéicommis familial. C'était une somme d'argent énorme, bien supérieure à ceux que j'avais imaginé que mes grands-parents, travailleurs acharnés, avaient accumulé. Et puis j'ai vu la clause, l'unique paragraphe qui expliquait tout. Le fonds fiduciaire que mon grand-père avait créé devait rester intact jusqu'à la naissance de son premier arrière-petit-enfant, et il devait être distribué dans son intégralité à la famille de son fils aîné. Mon père, Richard. Si et seulement si cet arrière-petit-enfant était l'enfant biologique et légitime du propre fils aîné de Richard, Léo. Si Léo ne parvenait pas à produire un héritier mâle ou si le premier arrière-petit-enfant naissait du second fils, moi, la fiducie serait dissoute et l'intégralité de la fortune serait donnée à une liste d'organisations caritatives précises. J'ai lu le paragraphe 3 fois, les mots se brouillant devant mes yeux. Il n'avait jamais été seulement question de favoritisme. Ce n'était pas seulement parce que mon père se retrouvait en Léo. Ce n'était pas qu'une question de fierté ou de perpétuation du nom de famille. C'était une question d'argent. C'était à propos d'un héritage massif. Tout cela. Les décennies passées à couver Léo, l'immense pression sur lui et Amélia pour avoir un fils, leur fureur. Lors du divorce, tout devenait terriblement clair. L'acte criminel et désespéré de Léo pour piéger sa femme dans une grossesse n'était pas seulement né d'un désir d'enfant. Il était né d'un besoin désespéré d'assurer son avenir financier. Et leur attaque contre moi. Leur exigence concernant mon fils. Tout cela prenait soudain une tournure nouvelle, encore plus sinistre. Essayait-il de trouver un moyen de le réclamer légalement? Y. Avait-il une faille qu'ils essayaient d'exploiter avec un avocat? Un moyen de plaider pour la garde afin de mettre la main sur cet argent? Cette pensée m'a rendu physiquement malade. Toute ma vie, j'avais été un obstacle. Ma réussite, mon bonheur, mon mariage, et maintenant mon enfant.
Nous étions tous des menaces pour leur manne financière. Ils n'avaient pas détruit mon mariage juste pour me punir de ma rébellion. Ils l'avaient fait pour m'isoler, pour me discréditer, pour s'assurer que si jamais je découvrais cela, personne ne me croirait. C'était l'ultime et laide vérité. Leur amour n'était pas seulement conditionnel. Il était transactionnel. Et j'avais été du côté des perdants de ce marché depuis le jour de ma naissance. J'ai plié la lettre et je l'ai remise dans l'enveloppe. Je ne ressentais plus de colère. La rage s'était éteinte, laissant derrière elle un étrange et profond sentiment de pitié. À quel point leur vie devait-elle être vide pour accorder plus de valeur à l'argent qu'à leur propre fils? C'était pathétique. Je suis allé dans le salon où Clara jouait avec Miles par terre. Il a poussé un cri de joie et a tendu vers moi ses petites mains potelées. Je l'ai pris, je l'ai serré fort et j'ai respiré sa douce odeur de lait. Il était mon héritage. Cette vie, cet amour, cette paix. C'était ma fortune, et elle valait plus que tout l'argent du monde. Voilà donc l'histoire. C'est ainsi que j'ai perdu une famille et que je me suis trouvé. Cela fait 2 ans que j'ai reçu cette lettre. Miles est maintenant un bambin plein de vie et joyeux, remplissant notre maison d'un chaos réjouissant. Que je n'échangerai pour rien au monde. Nous avons un autre bébé en route, une petite fille. Notre vie est bien remplie. Elle est réelle. Je n'ai jamais confronté mes parents avec les informations sur le fond en fidéicommis. À quoi cela aurait-il servi? Il n'y avait plus rien à dire. La vérité n'avait plus besoin d'être une arme. Pour moi, c'était simplement un bouclier, une défense finale et impénétrable contre tout sentiment persistant de culpabilité ou de doute. Cela a confirmé que partir était le choix le plus sain, le plus sûr, et le seul que j'aurais pu faire. Parfois, je me demande ce qu'ils font. Je suppose qu'ils vivent leur vie. Continuant peut-être à se faire passer pour les victimes dans une histoire où ils ont toujours été les méchants. Mais la différence, c'est que je m'en fiche. Désormais, leur histoire n'a plus aucun pouvoir sur moi parce que je suis occupé à écrire la mienne. C'est l'histoire d'un homme qui a appris que, parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de se battre, mais de lâcher prise. C'est réaliser que l'on ne peut pas forcer les gens à voir notre valeur. On peut seulement choisir de s'entourer de ceux qui la voient déjà. La famille, je l'ai appris, est un verbe d'action. Il s'agit de répondre présent. Il s'agit de se protéger mutuellement. Il s'agit de célébrer les triomphes et de traverser les tempêtes ensemble. Il ne s'agit pas de sang, de nom ou d'héritage. Il s'agit de choix. Chaque jour, je choisis ma femme. Je choisis mes enfants. Je choisis le cercle aimant de personnes qui ont prouvé à maintes reprises qu'elles me choisissaient. En retour, en regardant mon fils dormir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans la douce lueur de la veilleuse, je comprends que briser un cycle toxique est le plus grand héritage que je puisse jamais lui offrir. Il grandira en sachant que l'amour n'est pas une transaction. C'est un cadeau, le plus beau de tous les cadeaux. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Je sais qu'elle était longue, mais ça représente le monde pour moi que vous soyez resté jusqu'à la fin. J'espère que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, où que vous soyez. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà eu à faire le choix difficile de fuir une situation toxique pour protéger votre propre paix? Je serais honoré que vous partagiez votre histoire ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, si cela a résonné en vous, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer ce que je partagerai ensuite. Merci encore.